Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis sur le Apple Store. Mon invité est chroniqueur urbain à Québec. Il aime sa ville, partage avec ses lecteurs du Soleil ses observations et ses réflexions sur la capitale. J'oserais dire, on est à dû. Bonjour François Bourque. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je veux qu'on commence avec la machine du diable. Parce que tu l'as appelé comme ça dans une de tes chroniques, le chat GPT, une technologie de langage de l'intelligence artificielle, genre de robot conversationnel. Donc, tu n'as pas encore sorti de ton métier de journaliste, si je comprends bien? Ben non, mais on se pose quelques questions. Quand on découvre ces technologies-là, puis je vois depuis quelques semaines, je lis plein de trucs. Tous les chroniqueurs s'intéressent à cette réalité-là. En fait, c'est ça, une machine qui est capable d'écrire à ta place. Tu dis, est-ce que mon métier de journaliste et d'observateur, d'analyste est menacé par ça? Parce que, tu sais, la machine est capable de scanner tout ce qui se fait, tout ce qui se publie ou s'est publié. En tout cas, elle est capable de fouiller un peu partout puis de faire des synthèses auxquelles peut-être j'arrive pas. En tout cas, des outils de recherche, des moyens de recherche que je n'ai pas. Alors, est-ce que ça me menace? Puis la réponse, mon constat, c'est que dans l'état actuel des choses, non. C'est écrit trop mal pour qu'ils soient capables de te reproduire. Tu sais quoi, ils sont pas capables de me comprendre. Non, c'est ça. Non, mais t'as fait le test, j'ai trouvé ça brillant. On va demander à la machine, voir. Oui, c'est ça. J'ai demandé à la machine. La première question, quand j'ai eu l'idée je savais pas ce que j'allais en faire. En fait, je voulais explorer cette machine-là. Je savais que c'était dans l'air depuis quelques... Mais on dit une machine, c'est pas une machine, c'est une application? C'est ça. C'est une page Internet. Un site Internet. Parce que moi, je ne l'ai pas essayé, je sais même pas. Fait que je pense que ceux qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui l'a essayé. Non, mais c'est ça. T'arrives sur une page. C'est ça. Tu peux faire, en fait, c'est un outil de recherche. OK. Mais tu lui poses une question, puis il va te répondre en balayant des sites à travers le monde. Et ça a l'air que ça va vite. Ça va très vite, c'est presque instantané, les réponses. Des fois, un délai de quelques secondes, mais c'est très, très court. Tu peux lui poser tes questions en français, en anglais, en d'autres langues aussi. Toi, tu parles couramment le russe, le serbo-croate. C'est ça, mais il est capable de traduire, il est capable de rédiger. Fait que la réponse, il te la donne. C'est pas comme Google. Tu fais une recherche sur Google. Mais non. Il va te proposer une série de sites que tu vas trouver plus ou moins pertinents, des fois. Mais là, il fait la recherche, puis il te donne un texte suivi. Le danger, ça serait de penser que c'est la vérité. Et que c'est toute la vérité. Okay. Parce qu'il y a des choses qui sont exactes dans les réponses de ChatGPT, mais il y a beaucoup de choses manquantes, et il y a beaucoup de fausseté aussi. Il invente des choses. Moi, j'ai posé la question... Quand j'ai commencé l'exercice, je posais la question, est-ce que ChatGPT, c'est fiable? Je suis un outil mais il fait quand même... La machine fait quand même un certain nombre de mises en garde. Attention, tu sais pas... Et j'ai posé la question sur moi. J'ai dit, est-ce que François Bourque est un journaliste fiable? Tu sais, moi, je me demandais à la machine, est-ce que tu es fiable? J'ai dit, est-ce que moi, je suis fiable? Il dit oui. Mais d'abord, il savait c'était qui, c'est bon? Oui, il savait c'était qui, journaliste, oui, un peu connu, tout ça. Il a gagné plusieurs prix. Attention! J'ai pas gagné plusieurs prix en journaliste, c'est pas vrai. Je soumets pas de candidature, moi, pour ça. Je l'ai déjà fait, je le fais plus. Ça, c'était pas vrai. Bon. Ça, c'était pas vrai. Bon, on peut dire c'est pas grave. Je dis merci, c'est bien gentil de soigner mon image. Peut-être qu'il voit dans l'avenir, ça s'en vient peut-être en 2023. On sait pas, mais chose certaine, c'est qu'il y avait là un signal d'alarme. Et je sais que d'autres collègues ont fait cet exercice-là, poser la question sur eux-mêmes. C'est la chose. Avez-vous mesuré les réponses pour le fun d'entre vous? Moi, j'ai parlé à des collègues ailleurs aussi ou d'autres personnes qui ont fait l'exercice pour découvrir eux aussi qu'il y avait plein d'erreurs là-dedans. Donc, s'il y a des erreurs, quand ils parlent de moi, on peut présumer. Il y a des erreurs quand ils parlent de d'autres. Moi, l'exercice que j'ai fait, je me suis amusé. J'ai posé des questions sur des dossiers, des sujets municipaux. Gestion des déchets, gestion du trafic et tout ça. Les réponses que j'ai obtenues sont un peu générales, mais il n'y avait pas d'énormité là-dedans. Okay. Ça aurait passé pour un travail secondaire, mettons? Peut-être même un petit cégep? peu plus. Un petit peu cégep? Un peu plus. Même. Non, c'est juste pour savoir jusqu'à quel point... C'est un niveau de langage qui est très compréhensible, qui est très accessible. C'est écrit en français, donc probablement... Puis ça se tient, c'est ça que tu me dis. La syntaxe, c'est pas mauvaise? La syntaxe, c'est pas mauvaise. Okay. C'est pas... Okay. Tu sais, on sent pas que c'est un robot qui nous répond. Okay. Et il n'y a pas de faute, ou à peu près pas de faute. Donc,
sous cet angle-là, probablement que c'est très supérieur à beaucoup de travaux de Parce que la référence... Et d'université. Oui, probablement. Et de journalistes professionnels. Non, mais notre référence à nous, écoute, c'est le premier niveau, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu arrives sur un site de service, une compagnie, il y a toujours un petit chat dans le bas, si vous voulez nous parler en temps réel, 24 heures par jour. Bon, c'est bien que c'est un robot, mais souvent, c'est, par exemple, je sais pas, une compagnie aérienne, mettons, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là, ouais, c'est quoi votre problème? Là, tu dis, j'ai mes 2 billets, je voudrais les changer, tout ça. On est là pour répondre à vos questions. C'est quoi votre problème? Là, ça fait 2 fois qu'ils me demandent c'est quoi mon problème. Là, tu dis, c'est passer les billets, tout ça. Pour les billets, vous devez aller en ligne. Fait que on voit que c'est des réponses préparées. Non, là, mais là, c'est pas ça. Je comprends que c'est un autre monde. C'est plus que ça. Et mieux que ça. OK, bon. Moi, j'ai refait l'exercice depuis que j'ai fait le texte il y a quelques semaines. Ça m'arrive de temps en temps de faire la question, pose une question sur, OK, telle ville a été fondée. C'est une bonne idée, ça. Au fil des mois, voir si ça change. Puis il me donne la réponse. Je dis, oui, mais j'ai lu ailleurs telle chose différente. Puis là, la machine te dit, je m'excuse, ma réponse précédente était incomplète ou erronée, vous avez raison, telle chose. Donc, il intègre à mesure que tu lui donnes de l'information, il l'intègre, puis il la sort, puis il dit, je m'excuse, il dit, ma réponse précédente était erronée, alors. François, as-tu essayé la précision, c'est-à-dire volontairement vague ou très précis? Voir qu'est-ce que ça change. J'ai fait les deux. Tu sais, une des limites, puis la machine nous prévient, c'est que dans le cas de ChatGPT, en tout cas la version que j'ai testée, si on peut dire, c'est une indexation de sites et d'informations qui s'arrête en 2021 ou à peu près. Donc, ce qui est plus récent dans l'actualité, des fois, tu en retrouves, mais des fois, tu le retrouves pas, ou des fois, il te le dit, moi, je suis pas capable de... Tu demandes une information précise sur des données d'une entreprise privée, des choses comme ça, quel est le chiffre d'affaires, quel est le tirage, il sera pas capable de te donner ça. Mais il va dire, mais je peux vous... Exemple, un journal. Tu demandes, quel est le tirage du Soleil en ce moment? Il va te dire, je sais pas, j'ai pas accès aux informations privées, mais la situation des journaux en général est il y a une décroissance. Il y a une décroissance. Fait qu'il va te donner une série d'informations qui sont vraies. Qui sont généralement assez justes. Mais quand tu arrives dans le plus précis, là, il y a une bonne marge d'erreur qui c'est sûr que comme tu es journaliste, tu es observateur, puis tu es curieux par nature, je pense que tu as dû, après ça, t'arrêter pour voir, OK, quels sont les métiers les plus en danger d'une part, qui va être le plus affecté et à court terme, où sont les menaces? Exemple, on dit beaucoup que dans le secteur éducationnel, scolaire, c'est grave. Les professeurs se disent, écoutez, oui, on va porter une attention, mais quand même, tu sais, si t'as 45 ou dans certains cas, c'est 150 étudiants, c'est sûr que s'il y a une conformité totale, mot pour mot, tu vas dire, il y a des gens que, tu sais, s'il y en a 7 qui ont le même travail, exactement les mêmes lettres, on comprend que ça peut être de la copie, mais est-ce que tu vois un bon challenge pour eux autres là-dessus? C'est sûr que la première chose qui vient à l'esprit, c'est la tricherie à l'université ou de faire rédiger tes travaux par la machine. Mais même pour le métier de journaliste, je le disais un peu à la blague tout à l'heure, je me sens pas menacé comme chroniqueur parce que moi, je pose un jugement, une analyse, puis j'essaye vraiment de valider qu'est-ce qui est fiable ou pas, et à partir de ce que je connais. Mais disons que j'ai pas fait cet exercice-là, mais si je donnais des informations brutes, disons, accident, 3 morts, hier, Québec, tel coin de rue, tout ça, puis je donne ça, probablement que puis je dis, peux-tu me rédiger un texte qui se tient avec ça? J'ai l'impression que la machine y arriverait. J'ai pas fait le texte, mais donc, une partie du travail de journaliste, cette partie-là est peut-être susceptible d'être remplacée éventuellement par la Faudra voir si c'est la logique de toutes les nouvelles qui ont été écrites de ce type-là ou c'est une invention pour que ça... C'est ça, je me demande, comment la machine... Parce que ça se fait en 2 secondes, là, moi, je capote, là. C'est ça, mais si tu lui donnes des informations brutes, peux-tu me faire un texte avec ces informations-là? D'ailleurs, je vais aller faire ce test. Tu le feras? Je vais aller faire, mais je pense qu'il serait capable de me livrer un texte. Maintenant, moi, mon travail qui est d'analyser, de mettre de la perspective, de faire des allusions ou des liens avec d'autres événements d'actualité, d'ajouter des fois de l'humour, qui fait partie de mes outils à moi de travail de rédaction. Ça, je me sens pas menacé immédiatement par la machine, mais peut-être que qu'elle va devenir plus sophistiquée, peut-être que je vais me sentir plus en danger. Tout ce qui s'appelle analyse. Puis moi, je pense que... Mais elle est capable de faire de l'analyse, la machine. Ah oui? Mais elle est capable de faire de l'analyse dans le sens où elle va me donner les arguments pour et les arguments contre. Faut-il, exemple, enlever une voie de circulation pour faire une piste cyclable dans une ville? Bon.
Ben, ils vont te donner la machine va te donner des arguments pour, puis va te donner des arguments contre. Dans ce sens-là, c'est une forme d'analyse. Donc, si la machine est capable de le faire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, compte tenu de ce contexte particulier, compte tenu de la promesse électorale d'un? C'est là que moi, mon rôle, je le trouve encore... mon rôle d'humain capable de... Je sais pas, pour toi, je présume que tu penses comme moi là-dessus, mais je peux me tromper, puis tu vas me le dire. Moi, j'ai aimé quand on a dit, entre autres, Elon Musk, mais plusieurs grands savants et scientifiques ont dit... Faut quand même réfléchir, là, parce que ça va très vite. Tout le monde, toutes les grandes corpos sont là-dessus, tous les grands savants sont là-dessus, puis ça développe extrêmement vite. Puis moi, je voyais une comparaison avec quand on a fait les cellules souches, là. La science se dit, écoutez, est-ce qu'on veut vraiment reproduire? Est-ce qu'on veut juste prendre, par exemple, une partie de corps pour être capable de faire des opérations qui vont permettre de bien vivre pendant 20 ans? Peut-être. Mais on veut parce qu'à la rigueur, on peut quasiment refaire des doublons. On peut faire des êtres humains ou on peut refaire... Ah oui, le clonage. Le clonage, c'est ça, je te dis. La question s'est posée. C'est peut-être la seule comparaison qu'on peut faire qui est proche, trouves-tu? On pourra en faire d'autres, je pense. Dans le domaine scientifique, on pourra en faire d'autres. Je pense que ce genre de questions-là s'est posé. Puis j'écoutais une émission scientifique récemment où on donnait l'exemple de la bombe atomique à l'époque. Oui. Où ce genre de questions-là se sont Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut ça? Comme quel usage va être fait? Donc, il y a une espèce de réflexion éthique qui a accompagné cette recherche-là à l'époque. Et je pense que ceux qui l'ont développé recommandaient de ne jamais l'utiliser, mais s'en servir comme outil de dissuasion. On connaît la suite. Ça a servi. Donc, ce genre de réflexion éthique sur les découvertes scientifiques, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, c'est dans le domaine scientifique. À une certaine époque, c'était dans le domaine de la physique nucléaire. L'exemple que tu donnes des cellules souches. C'était le cellule souche. C'est pas comme ça. Alors, c'est ça, mais dans le domaine de la chimie, la biologie, la question s'est posée. Là, c'est dans le domaine des technologies d'information. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de réfléchir, prendre un temps d'arrêt, mais j'y crois pas. Je crois pas que les grandes corpos vont respecter ça. Parce que c'est une occasion c'est de la compétition tout le temps. C'est qui est en avant. L'idée de savoir ce qu'on veut faire, c'est une chose, mais l'idée que tout le monde va arrêter pour réfléchir, je crois pas. C'est difficile d'y croire. L'outil que tu as éventuellement, c'est de légiférer sur l'utilisation de ça. De quelle façon? C'est quoi les outils qui peuvent être efficaces? Je sais pas. Avec Google, on disait, il n'y a pas de moyen de contourner ça. Finalement, il y a des pays qui y arrivent à légiférer un petit peu là-dessus. Donc, il y a une recherche à faire au niveau des possibilités d'encadrer, de baliser tout ça pour éviter toutes les formes de dérapage qu'on évoque. Mais en même temps, on serait fou aussi de se priver de... Tu sais, c'est des outils fabuleux là, qui peuvent... C'est des avancées. C'est des avancées, sans aucun doute. Il faut juste voir le contrôle de ça. Et moi, je pense que ils vont... tout le monde va... je vais donner un exemple, parce qu'on est dans le journalisme un peu pas mal dans nos carrières. Je me rappelle quand on a eu Internet qui est arrivé, une des résultantes, entre autres... Je vais donner un exemple précis de la radio, parce que je connais plus, je veux parler de quelque chose que je connais bien. Mettons, les animatrices de radio qui étaient en province vraiment, Sept-Îles, ceux qui étaient très loin. Les journaux arrivaient souvent très tard dans la journée quand il y en avait, s'il n'y avait pas eu de tempête de neige. Et souvent, l'information était un peu retardée. Mais là, avec Internet, tout le monde avait en même temps. Et après ça, on s'est mis à traduire toutes les nouvelles internationales de sport, tu comprends? Pour tout le monde, on avait accès. Donc, ça a amené un accès plus démocratique, plus généralisé à toute l'information. Est-ce que, par exemple, pour des journaux régionaux, oui, il y a des journalistes, mais comme il y a moins de monde, j'allais dire, là, je vais être un peu négatif dans ce que je vais dire, mais on pourra, entre guillemets, remplir, quand c'est le cahier du temps des fêtes, le ChatGPT, d'après moi, ça fait un job, là, parce que le temps des fêtes, depuis 50, 60 ans, ça n'a pas changé tant que ça, tu comprends? Fait que je me disais, est-ce que pour eux, il y aura une avancée? Peut-être. Ouais, je sais pas si le problème va se poser de façon différente pour des médias régionaux que pour les médias en général. Moi, je pense que ça doit finir par se ressembler, mais moi, je pense que pour une rédaction de base, une mise en forme de base à partir d'informations factuelles que tu pourrais décider de donner toi-même à la machine, qu'elle puisse rédiger le texte ou la nouvelle brève à la place d'un humain. Moi, je pense qu'on est rendu là. Si c'est possible pour les travaux scolaires, ça va être possible en journalisme. Peut-être que ça se fait déjà, puis on le sait pas. Crème, ça se peut. Je serais même pas surpris. C'est ça, parce que c'est un outil d'aide à la rédaction. Mais à la vitesse à laquelle ça se développe, c'est sûr qu'on va voir ça. On va voir les changements rapidement. Là. C'est pas une affaire dans 10 ans. Là.
Tu vas d'accord que c'est là. Tu vas peut-être interviewer un robot la prochaine fois pour le prochain podcast. Mais on va se poser la question. Peut-être que c'est un robot présentement. On a juste pris du sampling de la voix de François. Donc, trêve de plaisanterie. François, on va arriver sur le municipal un peu parce que beaucoup de sujets d'intérêt, particulièrement dans les dernières heures. On enregistre aujourd'hui le 5 avril et déjà, cette semaine nous a donné quelques informations qui vont faire jaser pas mal. Mais c'est curieux. Je me disais cette semaine que les gros sujets qui font jaser en ville, chez nous à Québec, qui collent souvent très longtemps, c'est peut-être partout pareil, mais vraiment longtemps. Pensons juste vite de même, là, le nouveau Colisée, le retour des Nordiques, le marché public de Québec, le 3e lien, le tramway, la météo, le déneigement, le port de Québec, les particules dans l'air, le voyage du maire. Des grands thèmes qui alimentent la discussion publique. La Davie, qui est la grosse nouvelle cette semaine. Absolument. Donc, qui est dans l'air depuis des décennies. On va commencer on va continuer la tradition. François, on va parler des sujets de l'air. Premièrement, tu n'as pas fait le voyage avec M. Marchand en Scandinavie? Non, il y a une collègue qui l'a fait. Ah! T'avais-tu levé la main ou? Non, mais tu sais, moi, je l'ai. Tu l'as fait, de toute façon. Je vais être bien honnête. Oui. Okay. T'aimes moins ça qu'avant? En fait, l'idée de voyager puis de découvrir des choses m'intéresse encore beaucoup. Ben oui. Je reste attentif à tout ça. Puis de le faire en suivant un élu. Je l'ai fait déjà avec des maires de Québec. Je l'ai déjà fait avec un premier ministre aussi. Ça m'intéressait. Je vais être très humble et très honnête. Les conditions d'exercice de mon métier maintenant ont changé et on demande aux journalistes qui accompagnent un élu comme ça de produire et de livrer plusieurs fois par jour, justement à cause de ce dont on parlait tantôt, à cause de la vitesse. Okay. Donc, on va demander, M. Marchand va dire quelque chose lors de son voyage, tu t'attends à ce que ce soit à peu près immédiatement en ligne parce que le concurrent va le faire. Et là, si quelqu'un réagit à ça, tu vas vouloir que le maire réagisse à la réaction, tout ça à peu près en temps réel. Ou à peu près. Et ça, tu t'ajoutes ça au contexte où tu as des déplacements, des décalages, et tout ça. Et je sais pas, physiquement, t'es moins là. On a notre âge, puis j'ai moins envie de cette pression-là. Moi, j'aime penser que là où je peux encore être utile dans mon métier, c'est de prendre des fois un pas de recul pour réfléchir, mettre les choses en perspective, faire des recherches additionnelles. Et lorsque le métier se pratique dans des conditions de temps réel, ou à peu près, comme on le voit de plus en plus, moi, j'ai moins le goût de ça, puis je pense que je suis moins bon là-dedans, je suis moins efficace. Ma collègue est 100 fois meilleure que moi pour être capable d'écrire, de mettre ça en forme. Moi, je suis plus capable d'écrire aussi vite. Je suis pas ChatGPT. Non, mais je te comprends. Parce que moi, si je le prenais en termes radiophoniques, j'étais avec mes chums en fin de semaine, on faisait un petit voyage qu'on fait annuellement, mon chum Charles Perrault puis Alain Crête, puis on se disait, Alain, lui, sur la fin, il va finir l'an prochain avec Paul Arcand, il est dans l'équipe de Paul depuis 25 ans. Puis il dit là, il a mené à notre âge, sans dire qu'on a 90, mais en haut de 60 ans, il y a des choses qu'on veut moins faire. Entre autres, on veut récupérer le sommeil, puis plus se lever le matin. Fait que chaque chose en son temps, fait que ça fait partie. La fatigue, c'est une chose. Le manque d'intérêt ou parce qu'on l'a déjà fait, ça peut être aussi un autre élément. Moi, c'est moins cet aspect-là. C'est pas l'impression de déjà vu, de l'avoir déjà fait. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a un contexte qui a changé qui rend pertinent. C'est le côté bousculé de la job un peu? Le stress. À un moment donné, on a moins de plaisir au stress qu'à d'autres époques. Enfin, ça peut changer pour chaque personne, là, mais moi, c'est mon cas. On a parlé des voyages du maire. Est-ce qu'habituellement, tu trouves qu'ils sont justifiés? Ceux de M. Marchand n'a pas fait 500, là, mais comment tu trouves? Moi, je trouve toujours que ça vaut la peine. Moi aussi. Je trouve toujours que ça vaut la peine parce que t'as beau dire, on le sait qu'il y a des tramways, que ça peut rouler en hiver, tout ça. Mais tu sais, un des éléments du récent voyage du maire Marchand, c'était de s'interroger, entre autres, sur toute la question de l'itinérance et tout ça. Oui. Parce que c'est devenu un sujet plus criant d'actualité depuis la pandémie. Le problème s'est amplifié. On en parle plus. Le manque de logement aussi. Le manque de logement. Donc, il y a une réalité qui a changé. Et je me souviens pas, moi, que dans les voyages des maires précédents, tous ceux de M. Labaume et autres, que cet enjeu-là a été abordé. Donc, ça reste pertinent de voyager. Tu peux regarder en même temps comment une ville gère l'itinérance et comment elle gère la mobilité, toute la question de la mobilité active, le mot est dans l'air du temps maintenant, que ce soit le vélo, la marche, puis tu sais, avec les vélos électriques qui s'en viennent aussi, toute cette réalité-là. Tu sais, le vélo à Québec, on disait, c'est pas pertinent de s'intéresser à ça parce que à cause des côtes, à cause du climat. Mais là, si tu t'en viens avec des pistes plus
plus dégagé en hiver, plus en guillemets, plus sécuritaire en hiver, puis tu as un vélo électrique. Oh, est-ce qu'il y a de la place pour qu'un certain nombre de citoyens aient le goût changement de ça? Tu as une nouvelle génération qui s'intéresse plus à ça aussi. Prends la décision de laisser la voiture puis prendre soit un autre véhicule, soit le tramway éventuellement, soit l'autobus ou soit un vélo. Ben là, tu viens de changer. C'est sûr que tu fais un changement. Si ton vélo est électrique, bon là, l'enjeu de la côte est peut-être moins une limite pour Québec. Donc, il y a des réalités qui changent. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Moi, ça reste pertinent. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Hier soir, hier après-midi, un conseil municipal. La conseillère Jackie Smith, conseillère d'opposition à Québec, qui est habituellement assez mordante, puis elle avait questionné l'utilité du voyage du maire. Puis hier, elle s'est levée, elle est intervenue, puis elle a dit, écoutez, j'ai entendu ce que le maire a raconté pendant qu'il était là-bas, puis son bilan, puis je dois dire que je me suis peut-être trompé. Ça valait la peine, puis merci, bravo. C'est le fun qu'on ait lui dit ça à la base, là. Ben juste reconnaître ça devant les autres. C'est pas toutes les oppositions qui l'ont fait, mais elle, qui on apprécie. Elle l'a fait, je dis, OK, c'est bien. Alors, ça montre que même si, tu sais, parce que le reproche de l'autre opposition, c'était de dire, mais on le sait, pas besoin d'aller là-bas pour savoir qu'un tramway, ça peut transporter plus de monde qu'un autobus ou que l'auto. C'est vrai, mais... Tu sais, il y a des éléments nouveaux, le contexte François, change. 2-3 affaires là-dedans. Premièrement, les contacts que tu fais, donc qui peuvent te servir quand tu as besoin d'informations, compléments d'informations. Et l'autre affaire, c'est que as-tu pensé éviter des erreurs que d'autres ont commises, ne serait-ce que ça, puis les voir. Tu sais, quand on explique, tu sais, c'est bien facile d'expliquer, puis on peut dire, ça peut se faire sur Internet, comme s'ils s'en faisaient pas. Il y a sûrement des séances Internet en ligne qui se font entre les conseillers là-bas, puis il y a des liens qui sont tissés, puis en même temps, il y a une rencontre. Il ira pas là 3 fois par année, là, d'après moi, en Finlande, puis en Norvège. Il dit vouloir faire 3-4 voyages par année, mais pas toujours là. Au même endroit. C'est sûr que, mais en même temps, s'ils vont à Bordeaux, ils vont dire, Bordeaux, il fait plus beau qu'ici, ça donne rien de comparer avec Bordeaux. Là, on va à quelque part qui est dans la nordicité proche de nous. C'est pas pareil, mais c'est plus proche. Il y a d'autres aspects de la chose. À Bordeaux, là, il y a des éléments de la mise en place du tramway de Bordeaux qui, je pense, ont inspiré et influencé les décisions à Québec. J'en donne 2. Oui. Aspect technologique. Bordeaux, même si c'est pas le même climat, on est d'accord, a choisi à l'époque d'expérimenter une nouvelle technologie d'alimentation par le sol, donc sans fil. Et le climat rendait ça possible. Et malgré ça, il y a eu de grandes difficultés d'implantation sur cet aspect-là. OK. Québec a fait le choix, puis ça, c'est pas juste la Ville de Québec, puis M. Labaume, c'était le gouvernement, c'est de dire, OK, nous, on veut... Puis l'exemple d'Ottawa, tu l'as en tête aussi. Alors, on dit, pour la fiabilité, on ne veut pas explorer de nouvelles technologies. Pour Québec, on veut y aller avec une technologie éprouvée. Puis l'exemple de Bordeaux a sûrement influencé. L'autre chose, c'est que pendant les travaux, veut pas, ça dérange. Ben oui. Bordeaux l'a vécu, des commerçants et tout ça. Puis Bordeaux a finalement développé l'habitude d'indemniser ou de dédommager des commerçants mieux communiqués. Et ça, je pense qu'on retrouve ça. Là. C'est pas parfait peut-être. Puis les travaux sont... les travaux préparatoires sont commencés. Ça commence à paraître plus, là, mais on n'est pas encore dans le On n'est pas encore dans le croche, chantier, mais à la limite, en ce moment, que tu ouvres une rue pour changer un tuyau ou pour mettre des rails, pour l'utilisateur, le citoyen, ça ne change rien. C'est des travaux qui bousculent ton habitude. Mais ça, je pense que ça a été intégré dans la réflexion de Québec de dire, il va falloir dédommager, possiblement être prêt à cette idée-là. Puis, on apprend toujours de nos erreurs, celles des autres puis les nôtres. Hein. Moi, ce qui me faisait sourire quand je préparais l'entretien qu'on avait aujourd'hui en balado, je me disais, c'est drôle, je regardais le dernier sondage de novembre 2022 sur la satisfaction des maires, des autorités municipales, puis je me rendais compte que M. Marchand et son équipe sont près de 70%. On est à peu près où Labaume était, là. Labaume a déjà été plus que ça à certains moments. Oui, mais à 70, si tu compares aux autres villes du Québec... Il y a une gang qui prendrait ça, là. Ah oui, absolument. Puis, là-bas, mais déjà, tu montes, puis des fois, tu mais ça prouve ça prouve plusieurs choses, mais oui, ça prouve rien selon ce qu'on veut garder. Mais encore une fois, ceux qui vont vociférer le plus, ceux qu'on va entendre le plus, c'est des gens qui sont contre. Fait que ces sondages-là montrent que quand même, je dis pas tout le monde, il y a quand même pas mal de gens qui trouvent qu'il y a un travail qui s'abat, qui est quand même pas si mal. C'est ça que je lis. Non, globalement, je pense que les gens sont un peu satisfaits. Si tu te poses la question sur un sujet plus précis, sur le tramway, évidemment, on n'est pas à 70% d'appui. Le projet a déjà eu cet appui-là à l'époque, mais à l'époque où il n'y avait pas de travaux encore, puis les décisions n'étaient pas prises, mais
l'appui au tramway a déjà été très élevé. Là, évidemment, il a fléchi. Puis, dès que tu arrives dans le plus concret, puis tu dis, c'est ici que je vais passer, ben là, mais là, tu coupes mon arbre, tu coupes mon terrain, tu coupes mon trottoir. Tu m'expropries mon écœurant. Tu m'enlèves ma carte, ma case de stationnement, etc. Ben là, il y a des gens qui vont se mobiliser un peu plus. Ou alors, inversement, il y en a qui trouvent qu'ils sont trop dérangés. Puis inversement, d'autres qui vont dire on n'est pas servi. Je suis pas assez dérangé ou je suis pas assez concerné, ça me sert pas, ça m'est pas utile. Donc, tu as les deux types de positions qui apparaissent quand le projet devient plus précis. François, qu'est-ce que tu penses de l'avancée très nette du maire de Québec vers une ville piétonne, des entraves importantes à la circulation? Dans les murs, puis c'est pas une cachette, là. Dans les murs, on s'en va vers des situations où il y aura du piétonnier beaucoup. Est-ce que c'est réaliste, ce que M. Marchand veut faire? Oui. Moi, je pense que c'est non seulement réaliste, mais personnellement, je pense que c'est souhaitable. C'est souhaitable. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit partout ailleurs dans des villes. Tu voyages, Gilles, tu le vois aussi. Non, dans les villes, oui. C'est qu'il soit Paris. Regarde, un exemple spectaculaire qu'on a sous les yeux. Je parlerai pas de Montréal, mais ils l'ont fait aussi. Mais à New York, sur l'île de Manhattan, on a enlevé ça fait des années qu'on a enlevé des voies pour les automobiles, des voies de ou des espaces de stationnement pour faire des allées cyclables, des vélos. Et on le fait depuis des années. Puis il y a toujours la même crainte au départ. Mais ça va créer la cacophonie dans la circulation, ça va créer des embouteillages. Puis la réponse, c'est non. Il y a des théories très documentées là-dessus. Sur quand on enlève une voie de circulation, les gens finissent par trouver un autre chemin, ou ils vont à un autre moment, ou trouvent un autre mode de transport. S'adaptent, puis le bordel redouté ne se produit pas. Mais ça, on est déjà dans cette dynamique-là à Québec, c'est vrai pour le Vieux-Québec, mais regarde le débat de l'an dernier sur le tramway sur René Lévesque, l'idée d'espèce de rue partagée où où René Lévesque ne serait plus la grande artère de transit. Bon, il y a eu ce débat-là, l'affrontement avec le gouvernement. À l'époque, puis le gouvernement a fini par dire, c'est correct, allez-y, on vous donne la carte blanche, mais on était exactement là-dedans. Est-ce qu'on va enlever de l'espace de voitures pour privilégier d'autres modes de transport, le transport en commun, le transport actif, ça. On est là-dedans, puis on voit encore cette semaine, on y est aussi là pour le chemin Sainte-Foy, où on vient d'annoncer qu'il y aura un petit tronçon du chemin Sainte-Foy là qui est 2-3 km, 2,4. On va faire un espace pour une voie. Moi, je suis pas certain si c'est suffisant. Tu sais, moi, des tronçons de pistes cyclables. C'est comme si tu le fais, mais tu t'es pas sûr ou tu veux pas écœurer le monde trop. On peut pas toutes les faire en même temps, possiblement. On peut pas tout réaliser en même temps, mais tu sais, tant que ça reste des petits tronçons puis qu'il y aurait pas de plan d'ensemble, moi, je trouve que c'est 2,4 c'est entre l'avenue des Érables et de Vimy, donc passer la côte Saint-Sacrement. Moi, ma première réflexion, j'ai dit, l'intersection Saint-Sacrement, où tout le monde tourne à droite, tout ça, je sais pas. Mais en même temps, ça se fait ailleurs. Moi, je suis pas habitué, là, comprends-tu? Si ça se fait à Manhattan, on doit être capable de le faire en haut de Saint-Sacrement. On doit être capable de le faire ailleurs. C'est sûr qu'à Manhattan, il y a beaucoup de sens unique, là, mais chemin Sainte-Foy, moi, à première vue, comme citoyen, ça m'apparaît une artère qui est pas très large. C'est une portion qui est plus large. Puis à un moment donné, c'est vrai. À un moment donné, ça devient plus étroit quand on arrive dans le coin de la rue Cartier. Là, ça devient très clairement plus étroit. Puis moi, ma première réflexion de gars qui connaît pas ça, parce que j'ai lu là-dessus un peu, c'est écoute, ça va être effrayant comme à Montréal, les accidents de vélo, tout ça, mais on se rend compte, eux autres le font justement, entre autres, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents de vélo sur chemin Sainte-Foy. Fait que là, en même temps, t'as plein d'informations positive ou négative sur le même thème. C'est ça. Puis, tu sais, ce thème-là revient sous toutes les formes. Je pense que la Ville s'en va vers ça. C'est inévitable, là, avec la Ville, de ce qu'on entend. Oui, un autre débat de cette semaine, le pont de Québec. Le ministère des Transports a annoncé, je pense que c'est la semaine dernière qu'il a donné l'information, on sait que le tablier du pont de Québec va devoir être refait. C'est le MTQ, ministère des Transports et Mobilité durable. On a l'impression que le ministère oublie que ça fait aussi partie de son mandat maintenant. Enfin, bon, alors, ministère des Transports, souvent on résume, puis moi le premier, mais c'est transport et mobilité durable. Donc, il devrait y avoir une préoccupation pour ça. On a annoncé que quand on va refaire le tablier du pont, on va réussir à élargir de 1 mètre l'espèce de passerelle piétonne. Qui est dangereuse en bataille. L'as-tu déjà pris? Je l'ai déjà pris, mais... En vélo, faut que tu débarques. En vélo, il faut que les deux débarquent, puis ou les deux s'arrêtent. Puis... Alors, et là, on dit, on va réussir, quand on va refaire le tablier, à l'élargir de 1 mètre. Bon. Ce qui est pas suffisant pour atteindre les standards habituels, les standards habituels des voies cyclables bidirectionnelles, où tu as en plus des piétons qui pourraient l'emprunter. Un sens et l'autre, donc ça prend plus. Donc, tu n'as pas la même la largeur, ça passe. Ça va passer plus facilement qu'en ce moment, mais ça passe. Mais est-ce que c'est confortable assez pour
inciter les gens à le prendre en étant à l'aise. Donc, il y a cet enjeu-là. Le ministère des Transports dit, je suis pas capable de faire autrement. Il dit, j'ai étudié la possibilité de faire une passerelle à l'extérieur, en porte-à-faux, à l'extérieur de la structure du pont. Mais là, il dit, c'est compliqué. Puis, en effet, c'est compliqué. Je suis pas sûr que c'était une si bonne idée. Mais tu sais, il y a une solution. Je vais revenir d'ailleurs dans le prochain texte. Il y a une solution facile. Enlève une voie? Enlève une voie de circulation. Là, tu vas avoir le plein... Et on dit, impossible, ça peut pas arriver, le flot de circulation. Pont de Brooklyn. On parlait de New York tantôt. Pont de Brooklyn, c'est exactement ce qui vient d'être fait. En fait, dans un premier temps, ils ont aménagé une passerelle piétonne, un peu je sais pas s'il y a des gens auditeurs qui l'ont déjà emprunté. Moi, je l'ai déjà fait à pied. T'as une passerelle piétonne qui est un petit peu, qui surplombe un peu les voies et tu peux traverser à pied entre Brooklyn et Manhattan. Parfait. Et là, depuis l'automne 2021, je crois, ils ont enlevé une des voies de circulation pour en faire une belle piste cyclable. Une piste cyclable. Et piétonnière, les deux? Non, la piste juste est en haut, c'est vrai, excuse-moi. Là, la piste piétonnière. Mais on a enlevé une voie de circulation et il y avait toujours ce même genre d'argument. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être problématique. En fait, là, la seule critique que je lis sur ce projet-là, c'est on est sûr qu'on l'a fait assez large, la piste cyclable, pour être confortable. Ça passe, mais dans un monde idéal, on aimerait l'avoir un petit peu plus large. Il y a d'autres exemples. Vancouver, on dit c'est pas le même le climat, bien sûr, puis c'est pas donc le vélo est plus facile. Mais on l'a fait, pont Burrard, qui entre le quartier Kitsilano et le centre-ville. Il y a une quinzaine d'années, je crois, ils ont enlevé une voie de circulation pour faire une piste cyclable. Et il y a quelques années, 4 ou 5 ans, je crois, ils en ont enlevé une autre voie de circulation pour permettre... Comme quoi, pour avoir une piste cyclable encore plus large, enfin en avoir deux, une de chaque côté. Et les arguments, c'était ça va congestionner tout ça. Et ça n'est pas arrivé. C'est pas arrivé, hein? Tu sais, un exemple que je donne souvent, ça vient de plus loin. Séoul. Moi, c'est un des exemples que j'aime le plus rappeler. Je suis jamais allé à Séoul, mais j'ai lu, il y avait une autoroute qui traversait la ville, puis qui était nord au sud. C'est à l'heure du frère Montmorency de Séoul. Très achalandée, qui traversait la ville. Et à un moment donné, les infrastructures avaient vieilli, puis il fallait refaire tout ça. Et puis là, il y a un mouvement de citoyens qui est né. On dit, pourquoi on conserve cette autoroute-là? Pourquoi pas en faire autre chose, un parc? Et il y a un maire assez audacieux, j'oublie son nom, qui a dit, d'accord, ils ont démantelé tout simplement l'autoroute et ils en ont fait un parc. Ils se sont trouvés à remettre au jour une rivière qui était enfouie par l'autoroute et c'est devenu un parc très vert. J'entends parler, mais je l'ai pas vu. Une coulée verte. Là, moi non plus, je l'ai pas vu. J'ai vu des images de ça. Pardon. Et la catastrophe annoncée pour le trafic n'est pas arrivée, là non plus. C'est comme si le trafic, et puis il y a une théorie là-dessus, c'est que le trafic s'évapore quand on voit l'image. C'est curieux, pareil, parce que quand tu rajoutes des voies, c'est prouvé aussi que ça aide pas tant que ça. Quand tu rajoutes des voies, le trafic, puis si tu enlèves des voies, tu le diminues le trafic. Alors, c'est la conséquence logique, ça serait de dire, si tu veux améliorer, réduire ta congestion et tout ça, enlève des voies. Alors, mais évidemment, c'est contre-intuitif et en politique, ça a l'air que ça fonctionne pas beaucoup. En tout cas, pas avec le gouvernement qui est en place. Mais en même temps, François, si on sait que ça donne ça à New York, à Séoul, puis on multiplie les endroits où ça a été fait, on peut pas non plus ne pas s'en inspirer. On peut pas penser que c'est sûr que nous autres, ça marchera pas. Parce que c'est une façon d'être négationniste, puis totalement. Ouais, on peut le voir comme ça, mais pourquoi le gouvernement continue de vouloir faire un troisième lien autoroutier? C'est ça que moi, d'ailleurs, je veux qu'on en parle tantôt. On pourra en parler, mais c'est sûr, c'est contre-intuitif. Non, ouais, je comprends. Quand ça congestionne, ton premier réflexe, c'est de dire s'il y avait une voie de plus, ça passerait mieux. Oui, mais ils vont en passer plus. Puis plus ça devient facile de se déplacer en auto, ben les gens vont se déplacer plus en auto. Alors que si t'enlèves des voies, tu dis OK, ça va être compliqué. Il va y avoir plus de circulation. Est-ce que je suis capable d'y aller autrement, par un autre chemin, par un autre mode de transport ou à un autre moment? C'est ça. Mm-hmm. Mais revenons 2 secondes sur le pont de Québec. Moi, je comprends. Le maire s'est élevé en disant, écoutez, on doit retravailler le pont de Québec. On doit refaire c'est là qu'il faut prendre la décision. On peut pas se tromper là. Fait que si on le fait pas comme faut, puis on le fait à peu près en se disant, on va le faire, mais pas trop, puis on va pas trop. Je comprends que ça n'a pas de bon sens. Tu le fais ou tu le fais pas? C'est une occasion ratée. Et là-dessus, le maire de Lévis
est parfaitement d'accord avec le maire de Québec sur l'insuffisance du projet de piste cyclable qu'on est en train de si vous planifier. Le faites le don aux normes. C'est ça la question. Surtout le plus fou, c'est que là, on s'en vient, et le ministère des Transports et de la Mobilité durable vient d'annoncer la tête des ponts. Annoncer la tête des ponts, l'avenue des Hôtels à la sortie du pont de Québec qui va être refaite, puis on ajoute des belles pistes cyclables, des vraies pistes cyclables. Du gazon. Puis c'est pareil sur la rive sud. Tu vas avoir des vraies pistes cyclables qui arrivent, puis là au pont, ça va être un étranglement où là tu vas être obligé de descendre de vélo. Il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce que le ministère des Transports dit, comme la piste que je vais faire, elle sera pas standard, elle sera pas sécuritaire, pour se protéger les fesses, ils vont mettre une affiche, il faut descendre du vélo. Comme ça, si jamais il y a une collision, tu pourras pas dire, vous l'avez dit. C'était une piste cyclable, puis c'était pas assez large, c'est pas standard, tu veux éviter les poursuites, ça. Donc, pour éviter tout ça, ils vont mettre une affiche, la même qui est déjà en ce moment, descendez de vélo, comme ça. Mais dans les faits, c'est sûr que si tu as 2,5 mètres de large, c'est ça qu'on planifie, ça va être beaucoup mieux que ce qu'il y a en ce moment, puis dans les faits, ça passe. Mais c'est pas le même niveau de confort. Donc, si ton objectif, c'est d'inciter des gens, c'est sûr que ce sera pas 100% des gens qui vont prendre le vélo pour traverser le pont, mais si ton objectif, c'est d'accroître la mobilité durable, puis avec les vélos électriques, ça va changer la donne. Distance, je comprends. Et pour la distance, et pour l'effort, et pour... ça va changer. Pas juste ça permet d'en faire beaucoup plus vieux. Moi, j'ai 62 ans, je me dis, je vois des gens en vélo électrique qui font des belles distances. Ça veut pas dire que tout le monde va prendre le vélo électrique. Il y en a qui ont la forme pour en faire jusqu'à 80, même en vélo sans moteur. Mm-hmm. Je comprends. Par contre, il y a bien des gens qui vont en prendre, ne serait-ce que pour le loisir. Puis si on pousse plus loin, mais on veut pas dire ça là, mais dans le débat, ce dont on ne parle jamais, c'est la prévention des maladies, tout ça, les gens qui bougent, qui font du sport, qui font du vélo, puis qui prennent les pistes cyclables, qui se promènent, c'est loin d'être mauvais. Les bénéfices sur les coûts de santé sont prouvés. Ça aussi, on veut pas le dire, mais c'est vrai. Tu sais, si t'habites à Saint-Nicolas, puis t'as une super piste cyclable qui t'amène au pont, puis qui te permet ensuite de traverser, puis t'as un vélo électrique qui t'allait travailler, je sais pas, à l'université ou sur le boulevard Laurier, dans les tours à bureaux, puis le nouveau pôle d'affaires qu'il y a là. Ces heures de pointe, d'après moi, c'est pas plus long, qu'être pogné sur le pont, là. Peut-être tu le feras pas s'il fait moins 1000, puis c'est une grosse tempête, mais y a-tu bien des moments où tu pourrais avoir l'idée, où ça pourrait t'inciter, tu sais, si c'est large, invitant, tout ça, tu sais, tranquillement comme ça, tu peux grignoter des petites parts, des petits changements de parts modales dans le paysage. Mais pour ça, il faudrait s'assurer d'avoir... Mais c'est sûr que ça demanderait une certaine audace de dire on enlève une voie de circulation et on ne fera pas le troisième lien autoroutier. Je pense qu'il va... je pense que ça va grogner. Parlons-en un petit peu du tramway, du troisième lien. Donc, tramway, anti-tramway, métro, train léger, TGV, TGF, tunnel, pont, troisième, quatrième lien. J'ai entendu ça cette semaine, un quatrième lien. Les pistes cyclables. Donc, projet de mobilité, je pense que c'est inévitable, on en parle, on en a, puis d'ailleurs, ça accapare une partie centrale des intérêts, des discussions, des budgets. Donc, revenons sur le chemin Sainte-Foy, parce que ça va être les prochaines railleries vont probablement venir du fait que c'est déjà compliqué, puis il y a des lumières à chaque rue, donc ça va être des arrêts constants. Puis t'as déjà un trajet de métrobus. On enlève deux voies, qui est très achalandé. Très, c'est un de ceux qui marche le plus avec le 801, 800. 800, 801, 807, d'après moi, on se trompe pas, là. Fait que bon, là, c'est drôle parce que d'entrée de jeu, tu as dit 2,4 km, ça me semble pas beaucoup. Il y a des gens qui vont trouver que 0,4 km, c'est déjà trop. Ouais. Fait que bon, alors l'idée, c'est un test qu'ils font ou ils vont... La décision est prise, à ton avis? Ah non, moi je pense que c'est clair que le Québec veut aller vers quelque chose. C'est la seule chose, c'est ça fait longtemps qu'on réfléchit. Hey, la bombe, quand il est arrivé en 2007, 2008, un de ses premiers projets, c'était de... Québec se cherchait une façon de faire un leg pour le 400e et il avait lancé un peu l'idée qui est vite disparue du portrait, mais on cherchait une façon Québec cherchait un leg, pourquoi pas un genre de grand boulevard vert sur René Lévesque. Oui, cette idée-là a été lancée. La radio n'a pas aidé, mettons, pour que ça passe. Ça se pourrait que la radio n'ait pas aidé. Je sais pas si tu étais là-dedans à l'époque, Gilles, mais en tout cas, ça se pourrait. Mais j'étais à la radio, je ferais pas semblant que j'étais à la radio, j'étais peut-être pas le plus grand décrieur, mais oui, je me posais des questions. Mais jusqu'où c'était ou pas une bonne idée, mais l'idée était de réserver ce grand... 100%.
100% pour le transport collectif et du transport vélo cyclable, oui. Pour reprendre l'expression anglaise qui inspirait à l'époque, là, un bike boulevard, là, quelque chose bon, évidemment, cette idée-là n'est pas allée très loin, mais depuis ce temps-là, on cherche une façon d'avoir une piste utilitaire est-ouest sur le plateau entre Sainte-Foy. Mais là, on a choisi chemin Sainte-Foy, c'est ça que tu me dis, là. C'est-à-dire qu'on jusqu'à maintenant, on l'avait fait un peu c'est par Père Marquette qui en a un bout de ça mais tu sais, c'est une piste qui bouge, qui se promène. C'est pas une ligne droite, c'est pas efficace. Tu sais, tu demandes aux utilisateurs de faire des virages puis de contourner telle place. Tu sais, dans le monde idéal, tu voudrais la ligne droite puis mais si on pense automobiliste, c'est moins dérangeant. Si tu penses auto, tu dis, au moins, ils sont dans les rues parallèles, perpétuques, ils nous dérangent pas. C'est ça. En fait, tu sais, ce qui manque, c'est ça. À Québec, c'est des corridors utilitaires de déplacement. Et ça, Montréal le réussit. Des fois, il y a des débats, mais je pense que c'est intégré dans la vie de Montréal. Puis à Québec, on n'est pas tout à fait rendu là. On a fait des belles pistes cyclables pour la détente, la récréation, mais les vraies pistes utilitaires dans des axes où il y a des gros déplacements, on n'a pas beaucoup osé le faire. Là, je pense qu'on va aller vers ça davantage. Mais en fait, mon seul questionnement, c'est faut pas que tu te mettes à faire ici un tronçon là, puis un autre tronçon ici. Il faut que ça soit intégré à un plan d'ensemble qui est cohérent pour... Si vous le faites, faites-le assez long pour que ça soit d'intérêt. Tu veux que ça soit utilitaire, puis que des gens puissent avoir envie de se déplacer par ce corridor-là plutôt que plutôt qu'en auto, il faut le principal frein, François, c'est souvent la météo, parce que novembre, décembre, janvier, février, mars, tu sais, t'as 5 mois où t'as des conditions beaucoup plus difficiles. Mais non, c'est pas le... Moi, je ferais pas de vélo l'hiver. C'est sûr que le climat reste un obstacle à Québec. Il y en a qui le font, je sais, je respecte ça. Mais quand ils disent on va nettoyer l'hiver, ils peuvent pas nettoyer toutes les pistes cyclables. T'es d'accord que c'est pas tout le monde qui va faire du vélo l'hiver, là? Je pense pas, ça serait fou d'essayer de nettoyer toutes les pistes cyclables, y compris les pistes qui sont là pour le plaisir. Mais non, ça n'a aucun sens. Tu fais pas, des fois, tu les tapes un peu. Tu sais, c'est la promenade de Champlain, exemple. On tape un peu minimalement pour permettre aux piétons de continuer. Tout comme on le fait sur les plaines maintenant, j'aime ça. Autour du rond, maintenant, la fameuse surfaceuse pour les skis de fond, ils s'en servent pour taper, pour que tu puisses rapidement pouvoir marcher là. C'est une avancée qu'on n'avait pas avant. T'étais pogné dans la glace, puis c'est ridicule. C'est ça, pour des raisons de déplacement, puis pour des raisons de santé aussi. Tu veux que les gens bougent, donne-leur des lieux où c'est intéressant de bouger. Donc, j'ai hâte de voir. Mais moi, mon questionnement qui est plus terre à terre, c'est que souvent, ce qui me fait skier, c'est qu'on fait des pistes cyclables, puis ceux qui font du vélo de performance, ils sont sur la route pareil. Ils prennent pas les pistes cyclables. Je trouve que c'est trop lent. Ouais, trop lent, trop dangereux. La madame promène son chien. Pas son chien. Ça, c'est quand on a le multi-service. Mais où les gens, c'est ça. Tu remarqueras ce que je te dis là. Ceux qui font du vélo plus compétitif, plus rapide, à 30 km/h ou 35 km/h, ils vont sur la route pareil. Fait que moi, je me dis, là, on fait... Puis comme citoyen, là, je deviens le gars dans mon short tout seul, ou dire, on fait une piste cyclable. Peux-tu la prendre, s'il vous plaît, là? T'aurais envie de dire ça, hein? Non, mais je le dirai pas. Non, mais t'as raison. Si tu te donnes le mal de faire une piste cyclable, ça sera le fun que tout le monde l'utilise. Ça sera le fun que les gens l'utilisent. Mais est-ce que tu peux obliger ou pas les gens? Mais ça va nous faire un autre sujet à râler, parce qu'on va, dans les 5 prochaines années, puis particulièrement dans les 2 prochaines, on va ouvrir beaucoup les rues pour préparer. On a déjà commencé, d'ailleurs. En passant, ceux qui ne le savent pas, à la fin 2023, on va quasiment avoir 1 milliard de dépensés pour le tramway. On est à 400 millions passés. Puis n'importe qui a observé, tu sais, de la couronne en bas à Ville, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là. Le pont d'étagement sur 4 Bourgeois, au-dessus du Plessis, il est prêt pour le tramway. Il y a beaucoup d'affaires qu'on n'a pas vues tant que ça, mais tu sais, ce que je veux dire, il y a des montants. Puis Hochelaga a été fait pourquoi? Il a été refait au complet pour préparer les travaux sur Laurier, d'après moi. En fait, c'est pour... peut-être pas que pour ça, là, mais... Non, je pense qu'il fallait le refaire aussi, mais on l'a fait aussi large pour qu'il puisse suppléer au trafic qu'il va avoir sur Laurier pour qu'on puisse le détourner sur Hochelaga pendant le temps des travaux du tramway. Et même après, s'il y a trop d'autos, ceux qui iront au centre d'achat vont passer par là. Mais ce qui est intéressant, je regardais quand Hochelaga a été élargi, il y a eu un débat, puis les radios y ont participé, c'est plus récent, mais quand on l'a élargi, au départ, je pense qu'il y avait l'idée de réserver d'avoir des voies réservées sur Hochelaga pour le transport en commun, puis là-bas, on m'a dit non, on va pas là, c'est vraiment pour les voitures. Puis là, je commence à voir des cartes. Là, c'est une carte du ministère des Transports, justement, de la carte La Tête des Ponts qu'on a vu la semaine dernière. Là, on voit qu'il y a comme un métrobus. Je sais pas si ça va être ça vraiment le plan du RTC, là, mais on voit qu'il y a un projet de métrobus
Hochelaga? Sur Hochelaga. Donc là, ça suggère qu'il y aurait possiblement des voies réservées à certaines heures. En tout cas, je sais pas si on va aller là. Il faut que je les questionne là-dessus. C'est sûr que la rue, comment ça s'appelle, la première rue à sortie des ponts, là, la Vigerie. La Vigerie, celle-là, collée sur les ponts, tu tournes à gauche, tout de suite, t'arrives à Hochelaga, là. Ouais, c'est ça. Puis très proche. La Vigerie, là, on est en train de l'élargir. Ben, là où on devait faire le fameux, comment ça s'appelait, le gros projet? Le phare. Ouais. Ça se peut-tu qu'il n'y ait rien, là, même s'il y a un nouveau projet? Ça se peut pas qu'il y ait rien. Il va y avoir quelque chose. Okay. Je pense que ça peut-être moins grandiloquent? Ben, d'abord, quand c'était le promoteur était Michel Dallaire, déjà, on avait abaissé. On n'était plus à 62 étages, on était rendu à 45, puis idéalement, on voudrait le baisser encore. Tu sais, t'es dans un îlot à la tête des ponts qui est congestionné, puis ça va générer du trafic. Tout ça. Fait que là, je sais qu'il y a des discussions qui se poursuivent. C'est Humanity, là, le groupe. Je pense que Dallaire est minoritaire là-dedans, mais donc je sais qu'il y a des discussions qui se poursuivent avec la ville. En théorie, le PPU, là, le plan particulier d'urbanisme qui avait été soumis aux citoyens. C'est 5 ans, ça? C'est-tu 5 ans? Ou plus? Ben, c'est un plan, une fois que tu l'adoptes, il est là. Jusqu'à temps que tu le modifies. Jusqu'à temps que tu le modifies. Et je pense qu'il parlait d'une trentaine d'étages à l'époque. L'administration là-bas m'a fait modifier ça pour dire on va permettre 62 ou le 45. Tu sais, il y a des enjeux légaux aussi dans la discussion entre l'administration Marchand et le promoteur. Tu sais, Marchand disait en campagne, tu disais idéalement on aimerait ça respecter le PPU, mais là, tu sais, t'as laissé travailler un promoteur. La ville a laissé travailler un promoteur, a même incité un promoteur à aller plus haut. Alors, tu sais, ce problème-là reste à régler, mais c'est certain que tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui va pousser sur cet îlot-là, comme sur les îlots voisins de Laurier qui sont pas construits encore. Tu dis qu'on voudrait élargir la Vigerie, mais il me semble que c'est déjà large. C'est pas si utilisé que ça, la Vigerie? Ah non, mais là, quand tu as Hochelaga qui est rendu très large... OK, rendu là, OK. Avant le viaduc qui va arriver à Duplessis, là. C'est-à-dire, tu sais, si on dit on sort des ponts... Oui. Puis là, Laurier va être accaparé par des travaux pendant plusieurs années. Donc, tu vas pouvoir tourner tout de suite sur la Vigerie large. Et aller chercher Hochelaga. OK. Donc, je pense que c'est cohérent dans ce sens-là. Mais là, évidemment, il y a un débat parce que pour élargir la Vigerie, on va couper quelques arbres. Il y a un petit parc là, sur le coin. On va couper des arbres. On va les replanter. Je regardais, c'est pas des arbres, je pense, qui vont soulever les passions autant que ceux de René Lévesque. Parce qu'ils sont très vieux, puis ils sont très... C'est des arbres plus... Ils sont immenses, puis ils sont très beaux, là, on comprend. Là. Mais... Non, on est triste de voir partir des arbres. Personne ne veut ça. Ils vont tous finir par partir, c'est sûr. Là. Les arbres, ça n'a pas une durée de vie éternelle. Mais moi, je me dis, c'est toujours triste. On aimerait mieux les garder. Le citoyen qui est avec son affiche ou qui met comme sur René Lévesque, il y en a qui ont entouré les arbres de beaux messages en mettant des prénoms aux arbres en disant « Je suis là depuis 130 ans, ne me tuez pas ». Mais ces gens-là, quand leur enfant décide de construire une maison en banlieue puis qu'il faut couper 3-4 arbres, mettre de la piscine, ils appellent pas à ville. Hein. Mais je dis juste de même, c'est correct, là. Oui, il faut. Mais en même temps, écoutez, ça se peut quasiment pas, là. Mais tu sais, la ville elle-même, tu sais... On va les remplacer en passant. C'est sûr que ça prend 100 ans à pousser. Faut pas tous les... Mais tu sais, la ville elle-même, c'est des incohérences dans son discours et ses actions. Tu sais, la ville dit, je veux augmenter la canopée, c'est important d'avoir un maximum de couverts d'arbres. Puis, comme privé, si tu veux couper un arbre devant chez toi, il faut que tu demandes un permis, puis c'est pas sûr qu'on te le donne. Puis moi, je connais des cas où des fois on dit non, c'est pas une bonne raison. En arrière-cour, c'est plus... je pense qu'ils sont plus lousses un petit peu. Ouais. Mais donc, ils sont très vigilants. Par contre, si c'est pour construire un nouvel immeuble sur un terrain puis que ça va rapporter des taxes, la ville dit oui. Puis la ville même n'a pas le choix de dire oui. Si son zonage permet le développement, les gens se mobilisent à tout bout de champ. On voit partir. Tu avais un boisé à côté de chez toi, mais il est zoné pour le développement depuis longtemps. On développe. Mais la ville n'a même pas le choix. Il faut qu'elle émette le permis. Même si à première vue, tu dis c'est incohérent. Tu dis que tu veux augmenter la canopée, la protéger. Tu vas planter 20 arbres pour chacun que tu coupes pour le tramway. Puis en même temps, tu donnes des permis pour abattre un boisé urbain. C'est comme parler des deux côtés. Oui, mais tu sais, c'est ça. C'est pas tout blanc, tout noir, hein, la vie d'une ville. Des fois, tu veux aussi, sinon, si tu refuses de couper tout arbre, d'abord, si tu avais refusé de couper tous les arbres, il n'y aurait pas de ville. Il n'y aurait pas de voisins pour chialer qu'on veut les couper. Ça serait un boisé partout. Donc, on en a coupé à certaines époques des arbres. Est-ce que tu penses, François, que à peu près comme partout, parce que tu as dû lire beaucoup là-dessus aussi sur le tramway puis l'acceptation, quand on annonce les projets de tramway puis qu'on commence les travaux, souvent, ça dépasse pas beaucoup 40-45% d'appui dans les villes où on le fait. Puis au sortir de ça, souvent, pas partout, pas toujours, je dis bien souvent,
souvent. Il y a des gens qui en veulent plus, puis finalement, on est content, puis on reculerait pas. Bon. Mais on peut pas l'imaginer tant qu'on n'est pas rendu au bout, tu comprends? Mais penses-tu qu'on va faire comme ailleurs? Ça va être semblable? Il n'y a pas de raison que non? Je vois pas de raison que ça soit différent d'ailleurs. Ouais, okay. Au départ, ça dérange, tout ça. Puis après ça, mais tu sais, dans les critiques du tramway, il y a une partie des critiques, peut-être pas la majorité, mais il y a une partie des critiques, c'est des gens qui disent, ouais, mais moi, il n'y a rien pour moi là-dedans. Mais peut-être dans la deuxième ligne, il va en avoir une. Il va y avoir quelque chose qui est plus pour toi. Puis est-ce que la deuxième ligne sera nécessairement un tramway? Tu sais, à la limite, c'est... Oui, le tramway a une grande capacité de déplacer beaucoup de monde. En même temps, tu sais que c'est prioritaire sur la rue, tu sais sur les routes. Pour rester, tout ça. Tu sais, c'est un effet structurant là, qui est indéniable. Mais tu sais, à la limite, ce qui est encore peut-être le plus important dans le transport en commun, en fait, le principe, moi, de la manière dont je le comprends, c'est simple. Si tu veux être efficace en transport en commun, il faut que tu sortes ton véhicule du trafic. C'est ça. Ensuite, que ce soit un autobus électrique, articulé, biarticulé, que ce soit un tramway ou un métro, c'est toujours le même principe, c'est que tu as mis ton transport en commun à l'abri du trafic. Ouais. La voie réservée le fait un petit peu, mais mal, parce que tu as encore des feux de circulation, puis tu as des gens, des intrusions dans la voie réservée. Donc, c'est pas la méthode parfaite. D'où l'idée de mettre un tramway dans une voie exclusive. Il va y avoir encore des feux de circulation. Tu vas leur donner priorité. Donc, c'est une façon de créer un corridor où tes véhicules peuvent circuler efficacement et faire mieux que le trafic, battre le trafic automobile. Toujours le même principe. Fait que... Est-ce que à tes yeux, est-ce que tu trouves que la correspondance aux citoyens de l'information du bureau des coms du projet est bonne depuis le début? Non. Non? OK. Ben non, depuis le début, non. C'est pas juste les coms, c'était le maire lui-même qui était pas convaincu. Il n'a pas toujours été le meilleur vendeur du tramway. Non. Et dans la façon de faire, tu sais, puis je dis pas que c'est la seule raison, puis je pense qu'il y a des gens qui se seraient opposés de toute façon, mais c'est sûr qu'au départ, un maire qui va en campagne puis qui dit il y aura un transport structurant, je sais pas quoi encore, il y aura un transport structurant, et ça sera pas un tramway. Puis 2 mois plus tard, ça devient un tramway parce que le gouvernement, entre-temps ou un peu avant, coupe de téléphone, rêve guérant, tout ça. Ben là, en partant, il y a des citoyens qui ont l'impression qu'ils ont été floués, puis qui n'ont pas voté pour ça. Puis qui n'ont pas voté pour ça, puis t'as un déficit démocratique, puis ça continue de plomber le projet de tramway. C'est sûr, depuis ce temps-là, il y a eu quelques élections. Depuis ce temps-là, tu as eu un gouvernement, tu as eu des élections provinciales où le gouvernement disait aussi, la CAQ disait aussi, on va soutenir le tramway. Des fois, ils l'ont fait plus ou moins bien, puis eux autres aussi ont eu leur part de responsabilité là-dedans. Ils se sont pas rangés tout de suite derrière le projet de tramway. Là, maintenant, on peut dire que oui. Depuis la dernière campagne, et même un peu avant, je trouve que c'est clair. La CAQ a longtemps jonglé avec ça, puis était ambivalent, puis il y avait des tiraillements dans son caucus. Plus all-in, là. Et là, ils ont dit, OK, on y va, puis il faut saluer cette... Ça a pris du temps, mais là, oui. Mais là, et tu vois, les derniers soubresauts, tout ça, ça a probablement été le débat sur la rue partagée sur René Lévesque, là, où on sentait encore qu'il était tiraillé, il écoutait les critiques, puis à un moment donné, tu as eu une espèce de mobilisation des villes au printemps dernier, à l'UMQ, au congrès de l'Union des municipalités du Québec, où le gouvernement Legault s'est aperçu que toutes les villes avaient une vision qui ressemblait aussi à celle du maire. Et là, je pense que la CAQ a compris. Puis depuis ce temps-là, son discours est clair. On est derrière le tramway. On sait qu'il y aura des dépassements. On va les soutenir. Alors qu'à l'époque, il y avait mis un plafond où on disait ça sera pas une scène de plus coupée dans votre projet. Ils sont plus là-dedans. Il faut saluer le virage là-dessus. Je dois t'avouer que j'aime suivre ça. J'ai lu beaucoup sur les tramways parce que je me disais, d'après moi, on va en parler longtemps, puis ça prenait pas la tête à Papineau pour deviner ça. Mais j'étais très content quand j'ai vu, encore une fois, du coulage, non seulement tout le temps si c'est du coulage volontaire ou pas, sur la prochaine mouture du fameux tunnel. Moi, j'étais content, t'as une phase de pas sûr, mais moi, qu'est-ce que j'aimais, je vais te dire à la base. J'aimais l'idée du tramway Québec-Lévis, parce que je trouve que le plus grand défaut du projet structurant à Québec, c'est de pas relier les deux villes. On est d'accord. Alors moi, sais-tu pourquoi je l'aimais aussi? Une autre raison, puis tu vas me dire peut-être que là, tu vas trop loin, mais sachant que ce réseau-là va éventuellement, malgré ce qu'on pense, malgré des tomates qu'on peut me tirer, il va éventuellement avoir une deuxième phase, puis une troisième phase, puis je serai peut-être plus là pour le vivre, parfait, mais l'axe Lévis-Québec pourrait, si jamais on n'y va pas avec le lien autoroutier, parce que là, maire Lahoulier dit, votre promesse, c'est encore de la politique. Ah oui. Ils sont pas rien que la politique, ils ont promis qu'il y aurait des véhicules. Mais si on décidait, par exemple, du tramway plus
mettons, vélo et je sais pas quoi, là-dedans, puis qu'il n'y a pas d'auto, là. Moi, ça serait mon option, là, tirer de tomates si vous voulez. Je me dis, là, on n'a pas besoin d'aller aussi loin du Rive-Sud et on peut sortir plus vite à Québec sans scraper tout, à mon avis. Mais ça, c'est le gars qui parle, qui est néophyte, qui connaît pas ça. Mais ce que j'aime surtout, c'est que le tramway Lévis à Québec, qui reste raccordé à la ligne qui est prévue, pourrait éventuellement être celui qui monte jusqu'à Beauport. Une ligne directe ou presque. Fait que moi, j'aime cette idée-là comme phase 2 et non pas cette phase-ci. Puis je trouve que c'est plus moderne, puis il y a un petit côté, entre guillemets, métro dans le tunnel. Tu sais, un côté métro, donc, qui permettrait, en dedans de peut-être maximum 10 minutes, 5 à 10 minutes de traversée, puis ça devient plus confortable. J'aime l'idée. Je trouvais que c'était un compromis intelligent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, cher chroniqueur urbain? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, mais vas-y. Rappelons-nous, je suis absolument d'accord sur l'idée que... Québec-Lévis? Le Québec-Lévis. D'ailleurs, le premier projet de tramway... C'était ça. Le tramway traversait sa rive. Je sais qu'il y avait des difficultés. Il passait par le port de Québec. Oui, il y avait des difficultés techniques qui n'avaient pas été résolues, puis on n'est pas allé au bout de ça. Il y avait le poids, entre autres. Ben, il y avait le poids, puis il y avait la hauteur. Le poids est... Peut-être le poids, je sais pas, mais surtout la hauteur, t'as raison. Le pont de Québec, quand le pont de Québec il fallait rabaisser, t'as raison. Le pont de Québec, quand il a été construit, à l'origine... Pour le train? Il y avait 2 voies ferrées. C'était uniquement 2 voies ferrées au départ. C'était un pont de train. C'était un pont de train. Okay. Et après 1947, quelque part par là, en tout cas, on a enlevé une des voies, puis on a fait un tablier. Mm-hmm. Et là, pour passer un tramway sur le pont actuel, tu sais, ça passe pas à cause de la hauteur, il y a des structures qui sont inclinées. Donc, quand on va refaire le tablier, on va probablement l'abaisser un petit peu, mais il y avait encore des doutes. Est-ce qu'on est capable de passer le tramway et de maintenir les voies de circulation? Toujours ça pour les autos. Puis t'oublies pas le vélo, là, fait que ça commence à faire des voies. Là, ça commence à faire beaucoup de monde qui veulent traverser le pont, là. Mais tout ça pour dire que oui, avec le principe d'un tramway. Québec-Lévis. Là, on a contourné la difficulté. On va avoir des autobus sur la Rive-Sud. Au lieu d'avoir un tramway le long de Guillaume-Couture, on va avoir des petits tronçons. On y va à petits pas, là. Donc, on va avoir des petits tronçons de voies réservées sur Guillaume-Couture. Et ces autobus-là, ceux de Guillaume-Couture et ceux qui arrivent de l'avenue des Rivières à Saint-Nicolas, boulevard des Rivières, pour amener le monde, vont traverser le pont de Québec sans voie réservée, mais ils vont en voie réservée jusqu'au pont. Puis ensuite, ils vont traverser le pont. Et tout de suite, à la sortie du pont, ils vont entrer dans une voie réservée avec un tunnel qui va passer sous le boulevard Laurier et qui va les amener jusqu'au pôle d'échange derrière le Canadian Tire. Okay. Là, on va être le pôle d'échange du tramway. Donc, on va connecter les autobus de Lévis avec le tramway de Québec par une voie souterraine. Protégée, souterraine en petite partie, ville, mais une voie exclusive. Donc, l'autobus, au sortir du pont de Québec, il n'est pas dans le trafic. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Est-ce que ça aurait été mieux un tramway que le tramway aille là? Est-ce qu'éventuellement la rampe qu'on va faire permettrait d'accueillir un tramway? Je sais pas. Mais revenons-en au tunnel. Oui. D'abord, c'est une idée qui a été lancée il y a plusieurs années, de faire un tunnel, un Québec-Lévis centre-ville, uniquement en transport en commun. Il y a des groupes verts qui ont soumis cette idée-là depuis des années, le GIRAM, entre autres, a proposé ça. Et dans la dernière campagne électorale, le Parti québécois, c'était sa proposition de troisième lien. Un troisième lien uniquement transport en commun, avec une ligne qui partait de Lévis, qui traversait et qui faisait un petit peu ce que tu dis, elle n'allait pas à Beauport, parce que le tramway, il va déjà à Beauport. Il va déjà à Destimautville, t'as raison. On pourrait plutôt aller soit vers Charlebourg ou vers le Bourgneuf. Oui, le Bourgneuf, peut-être vers le Bourgneuf. Donc, où il y a beaucoup de monde, d'accord, la densité. Oui, en desservant l'amphithéâtre, ce qui est une aberration que ta principale salle de spectacle soit pas desservie directement par ton tramway. Ça viendra peut-être dans une autre phase du tramway, mais bref, cette idée-là est pas farfelue. En tout cas, pas... Si jamais on allait vers ça, faut voir. Parce que là, le gouvernement Legault continue de dire, nous, on travaille toujours sur un projet autoroutier, parce que c'est sa promesse électorale. Ouais. Là, l'idée d'avoir 2 tubes. La dernière mouture, celle qui est sur la table officiellement, c'est 2 tubes dans lesquels il y aurait des voies réservées aux heures de pointe pour le transport en commun. Pas la nouvelle annoncée cette semaine. Celle qui est ça. Parce que ça, c'est du coulage. Celle de cette semaine a été... C'est pas une annonce officielle. Non, pas du tout. Puis est-ce qu'on peut faire un premier tunnel qui serait uniquement réservé au transport en commun? L'autre, juste des autos. Mettons, s'ils font les deux. Puis un deuxième, juste ça. Moi, j'ai écrit il y a quelques semaines. Tu sais, on parlait Je te lis. On parlait du rapport sur la qualité de l'air à Québec. Ouais. Puis des recommandations de la santé publique, c'est-à-dire, ajoute pas de voies de circulation. Si tu veux protéger la qualité de l'air au centre-ville, ajoute pas de voies de circulation, privilégie le transport en commun, etc. C'est incompatible avec un projet de troisième lien. La seule façon de le rendre compatible, ça serait de dire,
mon tunnel, mon 3e lien, je le réserve au transport en commun. Ça pourrait être effectivement intéressant. Mais ça répond pas à la question que moi j'ai en tête depuis le début. C'est la question du besoin. Parce que, on dit il y a les 3/4 des déplacements, des traversées du fleuve en ce moment qui se font dans l'ouest de Lévis puis vers l'ouest de Québec. C'est à peu près entre les 2 tiers, les 3/4. Plus vers les ponts, je comprends, là? Ben, c'est normal. C'est là que ça traverse facilement. Ouais. Et du jour au lendemain, ça va pas changer. Ça veut dire que si tu construis un tunnel, même si on le faisait juste pour le transport en commun, la question du besoin, à mon avis, continue de se poser aussi. Les gens, ils vont pas déménager. Qui habite Saint-Nicolas puis va aller prendre le métro, centre-ville à centre-ville, pour revenir vers l'université ou pour... Je suis pas certain. Que c'est... du besoin, il faudrait faire je pense que cette démonstration-là reste à faire, surtout avec le télétravail maintenant. Mais moi, en tout cas, quand j'ai un peu la donne. Je suis d'accord avec toi, mais quand j'ai vu François. Mais ça serait infiniment mieux que le tunnel autoroutier. Moi, je pense que c'est une façon, mais écoute, c'est ma vision peut-être négative. Pas négative, pas du tout. Au contraire, elle est très lucide, parce que c'est une question d'argent, puis je trouve que c'est un compromis qui permettrait à la CAQ, écoute, puis là, tu vas rire, mais moi, j'ai de la misère à croire que le 3e lien, comme tel, l'autoroutier, le pont ou quoi que ce soit, même si Mme Guérette, que j'ai croisée récemment, elle dit, là, faut changer le tracé, il faut faire un 4e pont, la money, arrêtez. Il n'y a pas d'argent à pu finir. Il y a 2-3 raisons, à mon avis. D'abord, être sûr d'avoir l'argent du fédéral, si on fait le tunnel avec le tramway. Avec le tramway, on vient répondre à quelque chose qui ressemble à un métro, c'est-à-dire que c'est intérieur, c'est confortable, tu transportes beaucoup de monde. Fait que moi, je pense qu'il y a des gens de Lévis qui le prendraient pour aller après ça, prendre Laurier au complet, puis quitte à prendre c'est un bon système d'autobus, métrobus, qui fait le nord-sud, mais t'es capable. Fait que moi, je pense que ça peut marcher pour bien des gens, et c'est une façon pour la CAQ de dire, écoutez, c'est pas exactement ce qu'on a dit, par contre, on a un lien, puis on va dans le futur, on est rendu là, il y aura jamais l'autre là. Puis, est-ce qu'ils vont oser? Là où je trouverais qui serait audacieux, François, c'est de dire que ça va être 100% réseau public, donc transport public, puis mobilité. J'ai des doutes de la CAQ. Est-ce qu'ils vont vouloir faire un compromis aussi en disant un tube, ça va être le métro, pas le métro, le tramway, et qui aura des allures de métro. Tu prends un métro, train léger ou un tramway, ça se ressemble, on est d'accord? La vitesse change, puis mais en même temps, comme confort, c'est semblable. On est d'accord avec ça? Ben, on est dans un corridor à l'abri du trafic. Que tu y fasses rouler un autobus, un autobus électrique, un tramway, ou que tu as envie ou un tramway sur rail, ou que tu veux l'appeler un métro, tu sais. Mais tu sais, c'est juste la capacité qui change. Juste pour rester sur le sujet, j'entendais des gens qui me disaient, il y a des villes qui ont décidé, au lieu de faire un tramway sur rail qui t'oblige à prendre toujours le même chemin, faire un tramway sur route, tu peux passer, si jamais il y a un problème, tu passes d'une route, mais tu règles pas le problème de permanence de transport puis de priorité, puis tu comprends? Tu sais que ça existe, ça? Ben, c'est sûr, c'est ton autobus biarticulé, exemple, sur route, tu le fais rouler dans un corridor. Réservé, à l'abri du trafic, priorité absolue, tout ça. Puis avec des portes qui s'ouvrent largement, comme celle d'un tramway, d'un métro, qui permet un embarquement facile et de beaucoup de monde en même temps. Ouais. C'est ça aussi le problème des autobus traditionnels. Tu fais à fil pour monter un par un, puis... puis la question de la tarification, c'est ça, jusqu'où tu contrôles ou pas, ou à quel moment tu contrôles. Il y a toutes sortes d'enjeux technologiques. Mais sur l'idée d'un transport, d'un corridor réservé au transport en commun, effectivement, ça demanderait un peu d'audace, mais tu serais capable de répondre de le faire financer en partie par le fédéral, c'est pas négligeable. Tu serais capable, au niveau de la santé publique, tous les arguments qui étaient quand même assez forts, qui viennent d'être évoqués, tu les élimines, t'envoies un message fort sur vers quelle mobilité on s'en va collectivement. C'est sûr qu'il y aurait... Je pense qu'il y aurait un intérêt. Tu viens avec des stations souterraines au centre-ville de Québec. Leur talon d'Achille, ça va être la promesse du 3e lien autoroutier. C'est ça. Qui répétait ça cette semaine? Là, c'est-tu Michel Auger qui répétait ça dans un texte cette semaine? C'est l'époque, quand tu t'es peinturé dans le coin, il dit, t'as juste à marcher. Il dit, tu fais comme Jean Chrétien. Il dit, tu marches à la peinture. Il avait promis. Je l'ai pas lu. C'est très bon. On va dire, go, assure. Lui, il avait promis. Il dit, c'est quoi, je vais abolir? C'est quoi, c'est la TPS? Puis finalement...
Non. Il l'a pas fait. Si tu t'es peinturé dans le coin, ben marche à peinture. Je sais pas s'ils vont oser le faire, mais... Je sais pas, mais ça serait un message très, très fort. Comme je dis, moi, il me reste quand même des doutes en termes d'utilisation d'argent public compte tenu du nombre d'utilisateurs. Est-ce que c'est là que tu veux mettre ton argent en priorité? Ouais. On peut débattre là-dessus, mais c'est sûr qu'il y aurait là François, quelque chose d'intéressant. T'as vu neiger, et trop, à ce temps-ci de l'année particulièrement, mais ça fait bien pour la CAQ aussi qu'il y ait un coulage à peu près 3-4 semaines avant l'annonce officielle. On va prendre la température de l'eau aussi. Est-ce qu'on va rechanger après? Je ne sais pas, mais tu sais, en même temps, tu peux-tu avoir tout le temps, tu peux-tu espérer une acceptation assez grande quand tu fais des changements de même? Si tu vas à des réunions, puis on écoute le peuple, OK? Les gens viennent, donnent des idées. Là, après ça, tu donnes tes idées, puis là, le gouvernement fait un changement. Modification, on a écouté le monde. Puis là, après ça, ils vont dire, ça fait 7 fois que tu changes, donc tu sais pas ce que tu veux. L'opposition dit, ils improvisent, ils font n'importe quoi. Fait que c'est damn if you do, damn if you don't. Le projet, en ce moment, il n'est pas abouti. Il n'y a pas de projet sur la table. Tu sais pas exactement sur le troisième lien, pas tout. Tu sais pas où tu vas sortir. Tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Là. Au début, tu disais, je vais faire un gros tube avec le transport en commun va être important. Ta nouvelle mouture, tu dis, je fais 2 tubes. Transport en commun, optionnel ou à peu près. Tu dis, il va peut-être des réservoirs réservés aux heures de pointe. Puis pour passer quels véhicules qui vont... Tu sais, et puis là, on arrive avec une autre hypothèse, mais là, c'est jamais le gouvernement qui l'a annoncé, qui dit c'est ça qu'on regarde, mais moi, je trouve que ça serait intelligent de le Mais c'est quoi derrière tout ça, François, honnêtement? Quand tu regardes, on veut pas se vieillir, mais ça fait quelques années là, qu'on est à Québec, puis qu'on vit de l'actualité, puis on parle de l'actualité. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé avec le revirement de M. Labaume? Quand tu as un téléphone, mettons ça gros comme ça, là, quand tu as un téléphone en disant, regarde, nous autres, on va financer, si vous y allez avec le tramway, on est prêt, on embarque le provincial. L'argent est là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le fédéral vient dire, nous autres, si jamais ils font passer dans le tunnel, on va être là. Ça se peut que ça ait plus de poids que ce que tu dis puis que moi, ce que je dis. C'est sûr que dans sa première promesse, le gouvernement Legault, si on se souvient bien, il dit, le tunnel, quand ils l'ont annoncé, là, la première fois, on dit, on va le faire, peu importe qu'il y ait de l'argent fédéral ou pas. Mais ça se pourrait que la réalité des choses te rattrape là-dessus. Ils vont marcher sa peinture. Peut-être. Mais en même temps, on a d'autres exemples du même gouvernement et de la même ministre, j'allais dire, où des fois, ils se sont entêtés. T'sais. Le salon de jeu. Moi, cet exemple-là continue de m'énerver. T'sais. En campagne, tu annonces, on va déménager le salon de jeu de l'Auto-Québec parce qu'il est dans un quartier où ça nuit population défavorisée. Alors que personne ne demande ça. Il n'y a pas de problème documenté. Ils font la promesse de le faire. Puis une fois au pouvoir, ils déménagent. Ils investissent 10 millions d'argent public pour déménager quelque chose qui était inutile. Et là, que personne ne demandait, mais c'était une promesse. Ils sont entêtés à la faire. Là, cette fois-là, ils n'ont pas voulu marcher sur la peinture. Peut-être parce que c'est moins engageant, là, avec le tramway, c'est autre chose. C'est sûr que 10 millions, ça fait peut-être... ça frappe moins l'imaginaire que... C'est de l'argent pareil, je suis pas en train de dire que c'est des milliards. Ça reste de l'argent public. Ouais. Mais tu sais, là-dessus, le gouvernement Legault a marché un petit peu sur la peinture. Il avait dit, pour le tramway, il avait dit ça sera... je sais pas trop, le plafond qui avait été mis là, de 3 milliards. 3 milliards. Ça ne sera pas une scène de plus, vous allez couper dans votre projet. Puis ils ont effectivement forcé la ville à ce moment-là à réduire un peu l'ampleur du projet, à éliminer un garage. Mais là, récemment, M. Duclos a dit on va être là, s'il y a des surplus, on va payer. Ben oui, mais là, il vient d'ouvrir les vannes. Je sais. C'est le fédéral, mais le provincial aussi. Ça, c'est un grand changement. Le provincial finit par dire on sait que ça va coûter plus cher. Puis là, l'inflation, c'est sûr que ça atteint tous les grands projets. Si tu dis pas ça, si tu viens de dire on le fera pas le projet, parce que c'est impossible de le réaliser dans les premiers chiffres qui avaient été évoqués. Là. Dans quelques semaines, on va peut-être en savoir un petit peu plus long sur les coûts plus probables du tramway. Là. Monsieur Bourque, merci beaucoup. Hein? C'est déjà fini? Ça s'arrête là. Ça s'arrête demain. Ben oui. Une petite heure, le fun. On sort de l'autobus ou du tramway. Merci François. Salut. On va te lire, là. Salut.